Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue mes chers étudiants, c'est la première partie du chapitre 17, loi de Newton. À la fin de ce chapitre, vous serez capable de définir le concept d'inertie, énoncer et appliquer la première loi de Newton ou principe d'inertie sur un système, énoncer et appliquer la deuxième loi de Newton, principe fondamental de dynamique sur un système, définir un corps en chute libre et déterminer son accélération et énoncer et appliquer la troisième loi de Newton ou principe d'interaction sur deux objets en interaction. Dans cette vidéo, on va traiter seulement le premier objectif. En cinématique, dans les chapitres 14 et 15, on a étudié les propriétés du mouvement d'un corps, sa position, sa vitesse et son accélération. Et on a distingué les différents types de mouvements rectilignes et déterminé leurs caractéristiques et les équations horaires de chacun d'eux. Maintenant, on va passer à la dynamique, la branche qui étudie le mouvement des corps et sa relation avec les forces et établit les lois qui régissent les mouvements. Dans le chapitre 16, on a étudié les forces agissant sur un corps et on a vu que ces forces peuvent être remplacées par une seule force appelée la force résultante, qui a le même effet que toutes les forces et que nous avons appris la méthode de sa détermination. Dans ce chapitre, on va étudier la relation entre les forces extérieures agissant sur les corps et ses effets sur leur mouvement, connus par les lois de Newton. Tout d'abord, je veux vous poser quelques questions. Pensez-vous que sans force, pas de mouvement? Avons-nous une accélération, une décélération, une déformation, un démarrage ou un arrêt du mouvement sans force? Peut-on trouver un corps en mouvement autant qu'il n'est pas soumis à aucune force? Laissons-nous voir à la fin de cette partie si vos réponses sont vraies. Suivez-moi attentivement. Avant de commencer à apprendre les lois de Newton, il est bon de savoir qu'en fait, les travaux de Newton s'inscrivent en continuité directe avec les travaux de Galilée. En 1678, Sir Isaac Newton a publié les 3 lois de mouvement dans son livre Principia. Ces lois sont extrêmement importantes pour notre compréhension du mouvement de n'importe quel objet dans notre vie quotidienne. Alors, quelles sont ces lois? Les 3 lois de Newton sont les suivantes. La première loi de Newton, ou principe d'inertie. La deuxième loi de Newton, ou principe fondamental de la dynamique. La troisième loi de Newton, ou principe d'interaction. Ce sont les lois qui décrivent les effets des forces sur les mouvements des objets. Et ces lois sont considérées la base de la mécanique classique. Dans cette partie, on s'intéresse à l'étude de la première loi de Newton. Comme on a déjà mentionné, la première loi de Newton est connue sous le nom du principe d'inertie. Mais pourquoi? Car cette loi est basée sur le concept d'inertie formalisé par Galilée. Alors, laissons-nous d'abord découvrir c'est quoi l'inertie, puis en se basant sur ce concept, on va énoncer la première loi de Newton. Considérez cette balle qui se repose sur le sol. Se déplacera-t-elle toute seule? Bien sûr que non. La balle bougera quand quelqu'un la frappera. Ce qui signifie qu'elle a besoin d'une force extérieure pour la mettre en mouvement. Que peut-on dire à propos de la direction de la balle? Peut-elle varier toute seule? Encore non, il faut la frapper de nouveau pour changer sa direction. C'est bon, mais est-ce que la balle en mouvement s'arrête toute seule? La réponse est simple. Non, vous pouvez l'arrêter ou, à cause du frottement, elle va s'arrêter. Mais faites attention, dans le langage courant, on dit qu'elle s'arrête toute seule. Mais c'est pas vrai. En fait, ce sont les forces de frottement qui la font arrêter. Que pouvez-vous dire
à propos du frottement. Oui, c'est encore un type de force extérieure. Donc, on a besoin toujours d'une intervention extérieure pour effectuer un changement de l'état de mouvement d'un objet. Ce n'est rien qu'une force extérieure déséquilibrée. Dans tous les exemples précédents, nous constatons que cette force déséquilibrée était responsable de changer le vecteur vitesse de la balle, soit en module, soit en direction et sens. Comment? Dans le premier cas, la balle était au repos avec une vitesse nulle et elle est mise en mouvement, alors sa vitesse devient non nulle. Donc, la force déséquilibrée change le module du vecteur vitesse, par suite change le vecteur vitesse. Dans le deuxième cas, la direction de la balle a changé. Alors, la force déséquilibrée change la direction et le sens du vecteur vitesse, et par suite change le vecteur vitesse. Dans les troisième et quatrième cas, la balle était en mouvement, où sa vitesse est différente que nulle, et elle s'arrête. Alors, la force déséquilibrée change de nouveau le module du vecteur vitesse. Par conséquent, en absence de toute force déséquilibrée, le vecteur vitesse doit rester constant en module, en direction et en sens. Nous arrivons à la fin de dire que les objets ont tendance à continuer à faire ce qu'ils font à moins d'être soumis à des forces déséquilibrées. Je répète, les objets ont tendance à continuer à faire ce qu'ils font à moins d'être soumis à des forces déséquilibrées. Au repos, tendent rester au repos. En mouvement, tendent rester en mouvement sans changer ni sa vitesse ni sa direction. Alors, avec un mouvement où le vecteur vitesse est constant. Donc, un mouvement qui ne sera d'autre qu'un mouvement rectiligne uniforme. Ainsi, on définit alors l'inertie d'un objet par sa tendance à résister au changement de son état de mouvement. En fait, vous vérifiez le principe d'inertie tous les jours sans même le savoir. Prenons des exemples. Quand nous avons dans un bus qui est en mouvement rectiligne et il s'arrête soudainement, nous sommes projetés vers l'avant à cause de l'inertie de notre corps. Nous voudrons rester en mouvement à la même vitesse laquelle il se déplaçait. C'est pour cela l'un des dispositifs de sécurité dans nos voitures pour nous protéger des effets de notre inertie, parfois mortelle, est la ceinture de sécurité qui nous fournit une force pour arrêter le mouvement de notre corps dans ce cas. Un autre exemple. Voyons ici ce qu'il se passe quand le camion a démarré. La voiture était initialement au repos. Quand le camion démarre, alors elle est tombée sur place. Mais est-ce que tous les objets ont la même inertie? Logiquement dit, pas vraiment. Alors, de quoi dépend cette inertie? Laissons-nous voir la vidéo suivante où cette expérience est mise dans une navette spatiale où les balles flottent dans l'espace. On prend deux balles, l'une en bois et l'autre en cuivre, et on applique la même force en soufflant sur les deux. Laquelle serait plus facile à faire déplacer? Cette fois, on ajoute une balle de ping-pong. On voit bien que la balle en cuivre qui a une masse bien plus grande se déplace plus difficilement, tandis que la balle de ping-pong, de masse plus légère, se déplace plus facilement. Alors, cette expérience nous montre que plus la masse est grande, plus sa tendance à résister au changement de son état de mouvement est grande, c'est-à-dire son inertie plus grande. De même, prenons l'exemple où on a ces deux balles en mouvement avec la même vitesse. L'une est plus lourde que l'autre. À votre avis, laquelle serait la plus facile à s'arrêter? Oui, c'est vrai, la balle la plus légère peut être facilement arrêtée car sa tendance à résister au changement de mouvement est plus petite, c'est-à-dire qu'elle a une inertie plus faible que la balle plus lourde. Alors, l'inertie est fortement liée à la masse.
Plus la masse de l'objet est grande, plus sa tendance à résister au changement de son état de mouvement est grande, c'est-à-dire son inertie plus grande. Par conséquent, on peut alors considérer que la masse est une mesure de l'inertie en mouvement de translation. Finalement, voici un résumé de ce qu'on a appris dans cette vidéo. Et c'est la fin de la partie 1 du chapitre 17. Merci pour votre attention et au revoir.